Bonjour à vous, chères créatures. Avant de parler du contenu de l'histoire qui va suivre, je voudrais profiter de cette vidéo pour faire un peu de pub à une chaîne qui mérite de renaître de ses cendres, Horror Books. Vous le savez, avant d'être youtubeur, je suis écrivain. À ce titre, je fais partie de plusieurs groupes Facebook où je partage mes lectures avec d'autres et fais la promotion de mes divers écrits, que ce soit ceux de mon blog ou mes romans et recueils de nouvelles en cours d'écriture. Parmi ceux-ci, il y a celui de Aude Horror Books, qui est entre autres juré du prix Graham Masterson depuis plusieurs années et est une passionnée de toutes les formes de littérature horrifique. Elle s'emploie à donner de la visibilité aux auteurs et autrices, qu'ils fassent partie d'une maison d'édition ou étant auto-édités. Ceci à travers des retours de lectures vidéo où elle parle de ses coups de cœur et interviews des auteurs parlant de leur carrière, leur passion et plein d'autres choses. L'extension de son travail se situe sur YouTube, où elle a une chaîne diffusant ses vidéos. Seulement, dernièrement, une erreur de manipulation a fait que sa chaîne a été supprimée, ce qui fait qu'elle repart de zéro. Si vous aimez l'horreur et la littérature horrifique, j'aimerais vous demander de lui donner de la force en vous abonnant à sa chaîne afin qu'elle retrouve la splendeur d'antan. Ou au minimum, parlez de sa chaîne autour de vous en partageant le lien de celle-ci. Ce serait vraiment sympa de contribuer à faire renaître ce phénix qui mérite d'à nouveau s'élever pour offrir de la visibilité à ses invités et les auteurs autrices de ses lectures et coups de cœur. D'avance, je vous en remercie. Vous trouverez le lien de sa chaîne en description de cette vidéo. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, à l'origine, l'histoire faisait partie d'un projet d'extension de ma saga SCP Mission Secrète, le Triangle SCP. L'idée était de faire compter des histoires indépendantes de la saga par des collègues par le biais des personnages principaux, le chercheur Stanley Griggs et le Major Finks. Pour des raisons diverses, le projet n'a pas pu se concrétiser comme je le voulais et l'une des histoires n'avait pas été adaptée, celle qui va suivre. Du coup, j'ai changé le nom du docteur pour cette histoire, en faisant une séparée de la saga principale, afin de vous la conter ce soir. Je ferai de même pour deux autres histoires qui, elles, ont déjà été contées sur les chaînes de Sleepy Horror Story et Sony Horror Stories, et concernant les SCP-999 et SCP-1049. C'est une manière de tout regrouper en offrant une deuxième vie à ces histoires indépendantes des SCP. Après celle d'aujourd'hui et celle des SCP-999 et SCP-1049, je compte vous offrir d'autres histoires indépendantes traitant d'autres SCP, sur une intrigue de mon imagination. Tout comme j'espère pouvoir reprendre la saga SCP Mission Secrète avec de nouvelles voix pour le Major Finks, le Dr Griggs et l'agent Trax. J'ai déjà mon idée sur les compteurs à qui je compte m'adresser pour prendre la relève. Mais il faut déjà que je termine le script de l'épisode 2 de la saga et que je prenne contact avec les voix à qui je compte faire appel. Ça prendra un peu de temps, mais je n'ai pas abandonné cette saga, tout comme je n'ai pas renoncé non plus au Monsterverse. Ces derniers mois ont été pénibles pour moi à cause de problèmes de santé à répétition qui ne sont pas encore terminés. Mais je tiens à profiter des périodes d'accalmie pour faire revivre des sagas inachevées comme Christa, Jeffrey Forks ou encore Scarrigal. Il y aura sans doute des changements de voix, nombre de celles d'origine ne pouvant plus être à disposition pour, là encore, des raisons diverses. Même chose pour la série documentaire Asian Legends que je veux reprendre aussi. Je n'ai pas renoncé à tout ça, mais ça prendra plus de temps à vous les offrir que je ne l'avais prévu au départ de leur création. Je vous demande juste d'être patient, et elles arriveront l'une après l'autre suivant le bon vouloir de mon corps. D'autant que je dois concilier avec mes nombreux projets littéraires, dont 2 participations à des recueils d'auteurs Lovecraftiens. Mais sans plus attendre, je vous laisse avec cette histoire qui a enfin droit à son adaptation, en attendant d'autres à venir, et qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Des cerveaux et des hommes. SCP-1027. Rapport d'observation du Dr Russell Clay concernant le SCP-1027. 7 novembre 2021, site 17 de la Fondation SCP. S'il y a bien quelque chose qui échappe encore aux connaissances de l'homme, c'est bien son propre cerveau. Source de multiples interrogations sur son fonctionnement, ses zones mortes, ses capacités cachées, son réseau nerveux complexe. Que ce soit au niveau du diencéphale ou ses terminaisons le reliant au télencéphale, formant l'ensemble connu en tant qu'encéphale. Nombreux sont ceux parmi les scientifiques à avoir tenté de percer les mystères de celui-ci et du rôle primordial joué par les axones pour délivrer des informations entre chaque neurone, ainsi que les fonctions des cellules gliales qui assurent le bon fonctionnement des neurones. Au milieu de tout ça, certaines fonctionnalités restent floues pour la communauté scientifique, notamment ce qui fait l'essence même de tout être humain, à savoir l'esprit, opposant psychologue, philosophe ou autre apparenté. Du coup, quand SCP-1027 a été découvert, au hasard de la jungle africaine, par la FIM Beta 4, afin de donner suite à une demande d'assistance du GDI 466, cela a provoqué l'enthousiasme des chercheurs de la Fondation par les réponses sur le cerveau que ce SCP très particulier pouvait apporter. Les premiers spécimens de SCP-1027 ont vu établir leur existence en plein cœur de la réserve forestière de Mbalmayo, située à un peu plus d'1 heure de la ville de Yaoundé.
C'est à la suite de la création de l'APSAS, Agence de prévention et de suppression active des sauterelles, par le gouvernement des USA, que le GDI 466, chargé de surveiller le bon fonctionnement des structures au Cameroun, a découvert le premier spécimen de SCP-1027, dans une région qui, en 2015, subissait des attaques de sauterelles et de criquets pèlerins, inclus dans la chaire de l'APSAS, de manière particulièrement dévastatrice. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'une extraction opérée par une tribu locale, suivant cela un rite inconnu, un membre de la GDI 466 s'approcha de SCP-1027, curieux de découvrir le mode utilisé et barbare qu'il pensait provenir de la dite tribu. Le spécimen semblait ne pas bouger, et il fut remarqué que les axones de l'encéphale formés par SCP-1027 manifestaient une activité visible. Concluant à une créature vivante plutôt qu'un corps mort extrait d'un être humain, le chercheur put parvenir à isoler SCP-1027 et le ramener discrètement au sein de la structure affiliée au groupe sans en parler aux délégués de l'APSAS, présents sur place. Il avertit la Fondation, qui dépêcha la FIM Beta 4 sur place, celle-ci étant spécialisée dans ce genre de récupération animale, tel qu'on décrivait à ce moment SCP-1027. Entre-temps, les chercheurs du GDI 466, après plusieurs tests pour déclencher des mouvements de l'étrange créature, découvrirent que celle-ci réagissait au contact de l'eau saline. Il devenait donc évident que SCP-1027 avait donc été apporté en Afrique, et que ce pays n'était pas son lieu de naissance, mais devait plutôt venir de l'océan. Comment, et surtout par qui, SCP-1027 avait-il été apporté au Cameroun? À ce jour, et malgré de nombreuses recherches effectuées par d'autres FIM, personne ne sait la provenance exacte de SCP-1027. D'autres spécimens furent cependant découverts au centre de la jungle africaine, et de l'endroit où fut trouvé le premier. Un total de 42 représentants de SCP-1027 furent récupérés au cours des semaines qui suivirent. Aucun autre cas ne fut indiqué par la suite, et les spécimens furent envoyés à plusieurs centres, afin de les étudier, dont 5 au centre 17 où je fus chargé de son observation. Du fait des rapports des membres de la GDI 466, mon travail de base fut grandement simplifié. Je savais déjà que SCP-1027 semblait plus à l'aise dans un environnement constitué d'eau légèrement saline, où il montre une activité bien plus importante que soumis à l'air ambiant. Malgré tout, SCP-1027 est parfaitement capable de se mouvoir dans un environnement sec, comme l'ont montré des tests effectués sur un spécimen. Un incident incluant un classe D a également montré d'autres aptitudes. Comme chacun sait aujourd'hui, SCP-1027 se compose donc d'un cerveau doté de globes oculaires, relié au télécéphale par les nerfs optiques, de cochelets et de l'intégralité de la structure nerveuse sensorielle telle qu'elle existe chez l'être humain, partant du même télécéphale jusqu'au nerf sciatique. Chaque fibre nerveuse agit de manière autonome, en corrélation avec les autres tissus, de manière à coordonner ses mouvements de façon synchrone. Il était constaté que SCP-1027, à l'instar de tout être vivant, se nourrissait. Son alimentation se compose des neurotransmetteurs présents dans les tissus cérébraux des mammifères. L'incident incluant le classe D a permis d'établir ce fait et aussi le processus d'assimilation de ces tissus. L'employé chargé de transporter SCP-1027 sur une table afin d'étudier les mouvements des myélines a vu la structure nerveuse du spécimen se diriger vers lui avant de s'introduire par les conduits auditifs de ce dernier. Par la suite, en visionnant les vidéos de l'incident, nous avons découvert que SCP-1027, par ce procédé, s'est introduit à l'intérieur du corps de la cible choisie, laissant le soin au télécéphale de se positionner sur la nuque. À partir de là, les fluides émanant des axones se sont employés à déstructurer la surface de la peau, créant une ouverture, et ont permis à SCP-1027 de pratiquer la succion du cerveau du classe D. Au bout d'un moment, ayant absorbé la totalité du cerveau de l'hôte, SCP-1027 s'est positionné à la place de ce dernier, pendant que le reste de son corps a provoqué le même phénomène de déstructuration sur l'ensemble de sa proie infiltrée, afin de raccorder le télencéphale à la structure nerveuse. Les terminaisons de SCP-1027 se sont alors accrochées le long de la colonne vertébrale. Ensuite, de la même manière que pour le cerveau, elles ont fait fondre le système nerveux du classe D, ceci afin de s'y substituer et faisant de sa proie son nouvel habitacle, parfaitement contrôlé. Une sorte de marionnette humaine que SCP-1027 peut se faire mouvoir de manière parfaite. À partir de là, les chercheurs sur place, qui n'avaient pas osé bouger durant toute l'opération perpétrée par SCP-1027, furent immédiatement attaqués par SCP-1027-02, terme désignant l'instance de SCP-1027 sous le contrôle de celui-ci. Dans le même temps, les 4 autres spécimens se trouvant dans la pièce sortirent de leur bague d'eau saline. Elles se dirigèrent vers les scientifiques maintenus au sol par SCP-1027-02 ou assommés par celui-ci l'instant d'avant, sans doute pour faciliter leur assimilation par les autres spécimens. Dès lors, nous nous sommes trouvés face à 5 instances de SCP-1027, allant de SCP-1027-02 à SCP-1027-06, provoquant immédiatement le cloisonnement de la salle d'examen et déclenchant une alerte de niveau Delta.
ce qui fit intervenir les IRA Mani s'employant à fermer les systèmes de ventilation, les portes, ainsi que l'abaissement des volets métalliques de tout ce qui se trouvait autour de la zone d'incident. Pièces, labos et couloirs. Les membres de l'IRA Mani ont alors propagé du protoxyde d'azote de haute teneur en direction de SCP-1027-02 à SCP-1027-06 dans le but de les endormir, en les diffusant dans la pièce où se trouvaient les instances grâce à des clapets près du sol prévus à cet effet. Si, dans un premier temps, le gaz sembla agir, le soulagement fut de courte durée. Et les autres chercheurs sur place, nous avons frémi en voyant les volets à l'intérieur de la pièce se tordre comme s'il s'était agi de papier mâché. Bientôt, tous les panneaux en acier renforcé furent soulevés de la même manière, ce qui forma une décoration grotesque ressemblant à des rideaux de théâtre n'ayant pas pu être levés jusqu'au bout. SCP-1027-02 et les autres se mirent alors à frapper méthodiquement, avec grande force, sur les vitres de plexiglas, normalement infranchissables. Celles-ci étant dotées dans leur composition de filaments de tungstène et d'un composé liquide de cupro-beryllium, ce métal particulier découvert sur les SCP-073, 1216, 1427 et 2481. D'autant qu'il s'agissait malgré tout de corps humains, donc incapables d'avoir la force nécessaire pour ne serait-ce qu'entamer l'alliage de la vitre. Et une fois encore, les SCP allaient nous montrer qu'avec ces créatures, il ne faut se fier à aucune règle ou logique humaine, tellement elles défient tout sens de réalité scientifique. En quelques minutes, les 3 vitres entourant la salle des tests furent décollées de la structure des murs auxquels elles étaient fixées, dans un fracas épouvantable. L'instant d'après, les 5 instances de SCP-1027 sortaient au dehors, commençant à se diriger en direction de la sortie du Centre 17. Plusieurs gardes classe C cherchèrent à s'opposer à l'avancée de la menace, tentant de répondre à la demande du directeur du site de neutraliser, sans les tuer, les autres des instances de SCP-1027, à l'exception du classe D qui pouvait être sacrifié, car étant un élément indispensable. Les autres, les chercheurs, étaient, eux, des éléments importants. Mais comme ils ne pouvaient utiliser d'armes létales, devant se limiter à des armes de type électrique, les gardes furent vite maîtrisés et tués sans ménagement. Dès lors, l'appel à la FIM Epsilon 11 s'est avéré indispensable. Fort heureusement, depuis des événements récents, celle-ci était affiliée dans un secteur proche et put intervenir rapidement. Bien que réticent au départ, le directeur du site dut demander l'autorisation à un membre de l'O5 s'il pouvait faire abattre toutes les instances de SCP-1027 et pas seulement le classe D. Ceci dans le but de parer à tout échec potentiel du fait de la non-utilisation d'armes létales. Quand la FIM Epsilon 11 arriva sur place, l'équipe de sécurité étant parvenue à limiter la progression de la menace à l'aide des portiques Tesla, elle opéra l'élimination pure et simple de tous les autres de SCP-1027, détruisant en même temps ceux-ci de façon irrémédiable. Du moins, le supposait-on à ce moment. Après la levée des normes de sécurité, mettant fin à l'alerte, je fus chargé de procéder à l'extraction manuelle des 5 spécimens de SCP-1027, avec pour charge de continuer l'étude de ceux-ci malgré leur état. Aussi incroyable que ça puisse paraître, et ce en dépit de l'état de déflagration énorme des corps qu'ils occupaient, les spécimens s'avérèrent intacts. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient résisté à une telle attaque directe. Je retrouvais bien des traces d'impact des balles perforantes utilisées par la FIM Epsilon 11, mais c'étaient les seuls dégâts occasionnés par les armes d'assaut. L'extraction fut assez longue. Moi et mes collègues dûmes utiliser du matériel de découpage radical, tel que des scies sauteuses ou des découpeuses électriques, pour parvenir à dégager les spécimens de SCP-1027 des corps de leur hôte éphémère. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'instant d'avant, nous avions constaté que les lames de nos outils de dissection classiques ricochaient en touchant les corps de SCP-1027, comme si ces copies du système nerveux humain ne semblaient pas craindre des attaques directes de faible intensité. Néanmoins, étant reliés à leurs hôtes, ils devenaient dépendants de ceux-ci, et la fin de vie de leurs habitacles humains semblait les avoir mis dans une forme de léthargie prononcée, comme une sorte de choc post-mortem de leurs hôtes auxquels ils étaient rattachés, ce qui nous permit de les reconfiner de manière sécurisée. Action supervisée par les membres de la FIM Epsilon 11 pour parer à toute éventualité tant que les spécimens de SCP-1027 n'avaient pas été à nouveau remis en conditions de confinement propres à leur capacité nouvellement découverte. Dès lors, les tests sur SCP-1027 se font maintenant dans une salle dépourvue de vitres, dont les murs sont constitués de plusieurs couches de béton armé et d'acier trempé. Tous les tests se font via des bras mécaniques robotisés que nous dirigeons à l'aide de pupitres de contrôle, afin d'éviter tout nouvel incident. Le seul accès à la salle, dont l'unique porte est munie d'un sas entouré du même système de mur et d'une porte blindée de niveau 9, reste une trappe située au plafond, d'où descend la nourriture, constituée de cerveaux bovins frais, jusque dans les bacs d'eau saline où sont placés les spécimens de SCP-1027. La nourriture est placée dans un cube dont le fond est amovible, permettant d'être lâché à une distance de 17 cm au-dessus des bacs avant d'être remonté.
À ce moment, un champ électromagnétique entoure le cube jusqu'à ce qu'il rejoigne la trappe du plafond, afin d'éviter que l'un des spécimens de SCP-1027 tente de s'agripper à celui-ci dans le but de s'évader. Les SCP n'en finissent pas de m'étonner, en bien ou en mal. Et malheureusement, cette fois-ci, la découverte de capacités que l'on ne soupçonnait pas de la part de SCP-1027 ont provoqué la perte de 4 chercheurs qualifiés. Cela prendra du temps avant de pouvoir les remplacer. En attendant, moi-même et les autres chercheurs devrons nous contenter de notre équipe réduite pour continuer les tests sur SCP-1027 et les autres SCP faisant partie de notre programme d'observation. Ce qui nous interpelle encore plus que le reste, c'est la résistance inouïe de SCP-1027 à des armes destructrices, en faisant un mystère de plus et se rajoutant à l'origine de ce SCP qui demeure encore inconnu aujourd'hui. Il semble assez évident qu'il est né de la mer. Et en ce cas, pourquoi sa forme ressemble-t-elle autant au système nerveux d'un être humain avec un cerveau et des globes oculaires? Et surtout, qui a bien pu emmener les 42 spécimens découverts en Afrique? D'un autre côté, je me dis que si la GDI 466 ne l'avait pas découvert, alors qu'il agonisait manifestement, au vu des rapports que j'ai lus, peut-être que SCP-1027 ne serait déjà plus une menace aujourd'hui, car son espèce aurait peut-être été éteinte avant d'avoir pu causer le moindre mal. Mais maintenant, rien n'interdit de penser qu'il existe d'autres spécimens ailleurs, dans d'autres pays, où ils auraient été dispersés volontairement. Je ne peux m'empêcher de penser que la main du serpent ou une autre organisation similaire n'est peut-être pas étrangère à ce fait. Il se pourrait bien que nous ayons connaissance, dans un proche avenir, à d'autres attaques similaires, du fait de la possession d'autres spécimens de SCP-1027 ayant réussi à s'emparer du corps d'êtres humains. À partir de là, nous pourrions nous trouver face à une menace bien plus grande encore que celle que nous avons vécue aujourd'hui. Les SCP n'ont pas fini de créer des surprises et des dégâts au sein des formations et des centres de la Fondation. Le cerveau humain reste toujours aujourd'hui un élément rempli de mystères et la science découvre régulièrement de nouvelles facultés qu'on ne soupçonnait pas. Imaginez un peu si une créature telle que le SCP-1027 venait en rajouter en le développant encore plus et faire des humains ses marionnettes pour ne sait quel dessein, personnel ou issu d'une organisation ennemie de la Fondation. Les facultés du SCP-1027 étaient idéales pour faire un hommage à un des fleurons littéraires de l'ASF, Marionnette humaine, de Robert A. Heinlein, un maître du genre que vous connaissez sans doute à travers l'adaptation de son célèbre Étoile garde à vous, porté à l'écran sous le titre Starship Troopers, un classique de l'ASF réalisé par Paul Verhoeven, le papa de Robocop. La différence vient du fait que le SCP-1027 est encore bien plus dangereux et qu'il est nettement plus difficile d'en anticiper les réactions que les entités présentes dans le roman d'Heinlein qui venaient de l'espace. Les SCP, eux, sont remplis de mystères car on ne sait pas qui ou quoi a permis leur naissance. Sont-ils issus de l'homme, une forme d'évolution parallèle à l'Homo sapiens lors des stades de l'histoire, sortis des contrées les plus reculées de la Terre, ou bien sont-elles venues d'une autre dimension reliée à la nôtre via des portails? On dit que les backrooms seraient une clé pour comprendre le mystère des SCP, mais peut-être n'est-ce qu'une piste sans rapport. Qui sait? En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, et je compterai prochainement celle qui avait été présentée une première fois sur une chaîne amie, le faux bonheur de SCP-999. Vous savez, ce SCP tout gentil, tout mignon en apparence, mais en fait, il est bien plus retors qu'on ne le pense. Je vous dis à présent à très bientôt pour d'autres histoires se situant au sein de l'autre monde.